On se gelait comme en hiver, à crever dans un trou noir. Même la vermine s'en crissait de notre misère sale. Sur le bord du Saint-Laurent, dans la nuit résonnaient les clés de l'enfer anglais au pied du courant. Le matin, on se levait, le geôlier beuglait. Get up, you rascal, and clean up yourself. Sur le bord du Saint-Laurent, on n'est pas à l'hôtel, dans la prison des rebelles, au pied du courant. Dans la cellule d'à côté, la prière d'un condamné, si seulement le Notre Père ouvrait les cadenas de fer. Sur le bord du Saint-Laurent, dans la nuit résonnaient les clés de l'enfer anglais au pied du courant. Dans l'aile des femmes retentit l'écho des chants du pays. Moi j'ai fretté, je braille, pensant à ma belle. Sur le bord du Saint-Laurent, on n'est pas à l'hôtel, dans la prison des rebelles, au pied du courant. Les gars résistent, ne veulent pas suivre les chiens dressés de l'Empire. Vous aurez eu ma vie, jamais mon obéissance. Sur le bord du Saint-Laurent, dans la nuit résonnaient les clés de l'enfer anglais au pied du courant. On n'est pas à l'hôtel, dans la prison des rebelles, au pied du courant, au pied du courant. Cette fois-ci, chers amis, j'aimerais vous faire connaître un groupe de gens courageux qu'on a trop effacés dans notre histoire. Ça gênait parce qu'ils se sont insurgés contre le pouvoir en place. Et la question, eh bien, est-ce vrai que Papineau, à cette époque, s'il voulait une république, il y a quelque chose de contradictoire, écrivait sa correspondance personnelle en anglais? Mais pourquoi? Est-ce que c'était répandu chez les élites francophones du temps, un peu comme aujourd'hui, quoi? Louis-Joseph Papineau a écrit une abondante correspondance. En fait, elle n'est même pas toute publiée à l'heure actuelle. Elle est destinée à ses amis, son épouse, c'est bien connu, il écrivait régulièrement à son épouse, de même à ses collègues députés, à des représentants, des réformistes aussi d'autres provinces. Et effectivement, il le faisait en anglais. Non, la langue d'usage de Louis-Joseph Papineau, il s'en faisait une grande fierté, était bel et bien le français. Et l'essentiel de sa correspondance est dans cette langue. Toutefois, il ne se faisait pas prier. Dès que son correspondant était plus à l'aise avec la langue de Shakespeare, spontanément, il abandonnait le français pour l'anglais, qu'il maîtrisait assez bien. Louis-Joseph Papineau a appris l'anglais chez les Jésuites. Il a également séjourné en Grande-Bretagne à pas moins de 3 reprises.
Et puis, bon nombre de ces lieutenants étaient des anglophones. Edmund Bailey O'Callaghan, par exemple, un Irlandais, Thomas Roe Brown, un Britannique. Il avait une correspondance abondante avec eux. Par ailleurs, dès qu'il va habiter aux États-Unis, durant son exil, toute sa correspondance va être en anglais. Et ironiquement, c'est davantage pour brouiller les pistes des Britanniques qui sont à sa poursuite. J'ajouterais qu'il ne faut pas négliger l'importance de la civilisation anglophone, anglo-saxonne dans le monde des patriotes. Le fait français est un fait menacé minoritaire à l'époque. Conséquemment, la culture, le pouvoir britannique joue un grand rôle dans la vie sociale et culturelle des Canadiens français. Papineau, il n'y échappait pas, lui non plus. Aujourd'hui, la prison des Patriotes, en plus de loger les bureaux de la Société des alcools, a ouvert depuis 2003 un centre d'exposition. Et heureusement, cette belle bâtisse a été sauvée grâce à la pression des amants de l'histoire, le mouvement Sauvons Montréal notamment, et tous les groupes nationalistes se sont mis dedans pour mettre de la pression sur le gouvernement Bourassa, et Jean-Paul Lallier, le ministre de la Culture, a finalement cédé. Pourquoi? Parce qu'on avait un projet d'autoroute, l'autoroute Ville-Marie, qui devait trancher dans les terrains et dans la bâtisse des Patriotes. Alors, à force de débat, on a réussi à contourner, sauver et faire ce beau musée d'interprétation aujourd'hui qui nous rappelle que 12 patriotes ont été pendus sur l'échafaud devant cette prison. Et parmi eux, le jeune Joseph Duquette, un étudiant de 22 ans, qui a eu droit à un sort abject, épouvantable. Nous avons demandé à notre historien de nous parler de ce pauvre patriote qui a été pendu, tenez-vous bien, à 2 reprises. Il y a eu finalement 99 condamnés à mort suite au procès intenté contre les Patriotes. Parmi eux, seulement 12 vont être pendus. Dans les faits, on aurait pu en pendre davantage et bon nombre de journalistes et de chroniqueurs souhaitent qu'il y en ait davantage. Mais le gouvernement britannique est très conscient qu'il risque un nouveau soulèvement si la répression s'avère trop sévère. Alors, si bien que les pendaisons vont s'étendre sur trois séances. La première a lieu en décembre 1838. La première, elle est importante parce qu'elle vise 2 personnes qui n'ont pas vraiment commis de crimes très graves. Il s'agit essentiellement du député de la Prairie, Joseph Narcisse Cardinal, et d'un jeune étudiant en droit de 21 ans, Joseph Duquette. Ce qui est aussi va ajouter le caractère dramatique de cette condamnation et de cette exécution, c'est le fait que le jeune Duquette ne mourra pas de sa première pendaison. En fait, le bourreau va lui attacher la corde non pas sous la gorge, mais sous le menton. Si bien qu'une fois que la trappe s'est ouverte, la corde s'est rapidement défaite et elle s'est coincée sous le nez, près de la lèvre supérieure. La foule, à ce moment-là, a été horrifiée. Duquette se balançait au bout de sa corde, frappait brutalement la structure de l'échafaud, si bien que la foule demande donc qu'il soit gracié et qu'on le libère parce qu'on considérait que, bon, un geste divin, intervention, c'était la tradition dans le droit français et britannique à ce moment-là de ne pas exécuter un condamné. Or, sans plus attendre, on va cependant défaire la corde de Duquette et on va le pendre à nouveau. L'impression qui va être laissée par cette exécution, cette deuxième pendaison de Joseph Duquette, va laisser un goût amer. Les pendaisons, effectivement, sont un phénomène horrifiant, puis même qui impressionnait fortement le public à l'époque. Alors, imaginez quand ça se passait mal. Comme par exemple à l'exécution qui va se dérouler le 15 février 1839, alors que Pierre-Rémy Narbonne, un agriculteur de la Prairie, lui aussi, va être pendu, mais le type, il est manchot, alors si bien qu'on ne peut pas attacher ses mains derrière le dos. Il va donc réussir à agripper sa corde au moment où la trappe s'ouvre, si bien qu'il est étouffé sans être tué sur le coup. Alors, le type se balade au bout de sa corde. C'est finalement un coup de crosse de fusil qu'on va le pousser à lâcher la corde. Et à ce moment-là, il va mourir étouffé au bout de plusieurs secondes, voire de minutes d'agonie. Ces exécutions-là ne sont pas tout à fait déroulées comme on l'aurait souhaité et vont laisser un goût amer, si bien qu'après le 15 février, on cesse les exécutions et ceux qui restent, pour l'essentiel, vont être finalement exilés en Australie. Est-ce bien exact? C'est dans la cour de la prison au pied du courant que furent pendus les patriotes devant la populace terrifiée, dont certains, parmi ceux-là, applaudissaient. Les exécutions capitales ont toujours attiré beaucoup de gens à Montréal. Et lorsque les 12 patriotes sont pendus,
ça ne change pas. Il y a environ 300 personnes ici qui sont, à l'avis des journaux, ont été invitées à participer et à assister aux exécutions capitales. La foule est généralement hostile aux patriotes et ceux qui sont favorables à la cause patriote se sont surtout pas manifestés ce jour-là. Si bien que les patriotes sont accueillis avec des applaudissements afin de démontrer qu'on était bien content de pendre des traîtres. Mais dans les faits, une fois les exécutions accomplies, le public est demeuré silencieux, plongé dans une atmosphère plutôt lugubre. Et pour ceux chez les patriotes de 1838 qui éviteront l'échafaud, 58 seront exilés en Australie et 850 emprisonnés ici à Montréal. Et tout ça parce que ces jeunes et moins jeunes s'étaient soulevés, ils avaient subi le courant d'influence des États-Unis, des révolutionnaires américains qui tenaient à élargir la démocratie, et aussi ils avaient subi l'influence de ces philosophes du siècle des Lumières à Paris. Alors, que deviendront donc ces patriotes après les troubles? Est-ce qu'ils retournent dans leur terre? Les patriotes, effectivement, vont être vaincus. La plupart des gens apprennent à l'école qu'ils ont gagné quelques batailles, en ont perdu plus encore. Certains ont été exilés en Australie, aux Bermudes. Quelques-uns ont été pendus. Pour le reste, les gens ont été libérés. Les prisons se vident progressivement, 1838, 39, 1840. Les derniers prisonniers sont libérés sous caution. Et que deviennent-ils? Évidemment, on parle de milliers et de milliers de destins, des vies brisées dans certains cas, battre les rois de l'exil. Il ne faut pas oublier les 58 qui ont été envoyés en Australie, les 8 aux Bermudes, des centaines d'autres qui vont se retrouver aux États-Unis sans chance d'en revenir, jamais. Alors, parmi eux, il y en a qui vont participer à la ruée vers l'or de 1849, d'autres vont s'installer dans les villes de Boston, de New York, encore plus nombreux ceux qui vont s'installer tout autour du lac Champlain, dans des villes comme Albert, Plattsburgh, Saratoga Springs. Bon nombre, bien sûr, vont décider de revenir lorsque l'amnistie, c'est-à-dire qu'ils vont est proclamée, c'est-à-dire lorsqu'ils vont être autorisés à revenir au Canada sans faire l'objet de poursuites. Ils vont à ce moment-là retrouver leur famille, parfois 10, 15 ans après les avoir quittés au milieu des rébellions. Or, que vont-ils devenir? Certains gardent un souvenir des blessures profondes au cœur parce qu'il y a eu vraiment des cas personnels extrêmement troublants, émouvants. Des gens qui, en Australie notamment, sont presque morts de faim, d'autres qui sont morts dans l'oubli, la maladie aux États-Unis, d'autres enfin qui ont tout perdu du fait de la répression de l'armée. Mais ce n'est pas général. Certains patriotes vont au contraire très bien réussir dans leur vie postérieure. Preuve que certains d'entre eux étaient de toute façon voués à un riche avenir. Alors, la rébellion patriote étant un échec, certains patriotes, cependant, vont très, très bien réussir leur vie. Certains parmi eux vont devenir très riches, très puissants. Des gens, ironiquement, comme Wilfred Nelson, qui a été le héros de Saint-Denis, enfermé ici, va devenir ensuite maire de Montréal, puis, ironie du sort, inspecteur aux prisons pour le gouvernement du Québec. D'autres, comme Jean-Joseph Giroir, un patriote de Saint-Benoît, vont devenir greffier au Parlement canadien. D'autres, même, comme Pierre Boucher de Boucherville, vont même devenir premier ministre du Québec. On n'oublie pas non plus un jeune Georges-Étienne Cartier, jeune patriote de 19 ans et futur premier ministre du Canada. Bref, certains vont connaître des destins grandioses par la suite et il ne faut pas non oublier, effectivement, un bon nombre parmi eux vont fonder des familles, réussir et même essaimer jusqu'en Australie. On se gelait comme en hiver, à crever dans un trou noir. Même la vermine s'en crissait de notre misère sale. Sur le bord du Saint-Laurent, dans la nuit résonnaient les clés de l'enfer anglais au pied du courant. Le matin, on se levait, le geôlier beuglait. Get up, you rascal, and clean up yourself.
sur le bord du Saint-Laurent. On n'est pas à l'hôtel, dans la prison des rebelles, au pied du courant. Dans la cellule d'à côté, la prière d'un condamné, si seulement le Notre Père ouvrait les cadenas de fer. Sur le bord du Saint-Laurent, dans la nuit résonnaient les clés de l'enfer anglais, au pied du courant. Dans l'aile des femmes retentit l'écho des chants du pays. Moi j'ai fretté, je braille, pensant à ma belle. Sur le bord du Saint-Laurent, on n'est pas à l'hôtel, dans la prison des rebelles, au pied du courant. Les gars résistent, ne veulent pas suivre. Les chiens dressés de l'Empire, vous aurez eu ma vie. Jamais mon obéissance. Sur le bord du Saint-Laurent, dans la nuit résonnaient les clés de l'enfer anglais, au pied du